à faire de l'informatique. Je m'occupais des systèmes réseau de mon laboratoire de recherche et notamment des clusters de calcul. Et c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à réaliser l'impact du numérique sur l'environnement au travers des questions énergétiques. Et puis assez rapidement, j'ai créé un groupe qui s'appelle EcoInfo, dont vous pouvez trouver un site web, c'est ecoinfo.cnrs.fr. Et j'ai créé un collectif que j'ai dirigé pendant de très nombreuses années. Et ce collectif, il se préoccupe des impacts environnementaux négatifs du numérique. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur ces impacts-là avec des angles un peu d'ouverture, je dirais. Mon but étant de vous amener même si je sais que déjà à GEM, vous développez bien votre esprit critique, mon but c'est encore d'accentuer ça et de vous aider à apporter un regard un petit peu différent sur le numérique vis-à-vis de la transition écologique. Et je vais commencer par illustrer, par vous donner quelques justement regards sur quelques concepts et je vais commencer par des définitions. Alors, c'est quoi une technique? Une technique, c'est un ensemble de procédés dont dispose un individu pour modifier son environnement. Alors là-dedans, il y a les objets, hein, donc un couteau, il y a des savoirs et puis il y a des savoir-faire. Et puis, le mot technologie est arrivé, un peu comme le mot biologie est arrivé pour signifier l'étude du vivant, le mot technologie est arrivé pour signifier l'étude des techniques. Et puis, petit à petit, ce mot techno... Je suis troublée parce que j'ai de l'écho dans mon casque. Alors, est-ce que je continue? Ouais. Ce mot technologie, il a glissé aujourd'hui vers des technologies dites high-tech qui sont plus ou moins assimilées au numérique. Pas toujours, mais quand même beaucoup. Et ça, en soi, c'est un problème parce que ça tend à invisibiliser les autres techniques et à exacerber de fait la place qui est donnée aux infrastructures numériques, au numérique. Et ça contribue aussi à faire que quand un étudiant est soumis à, par exemple, un processus d'innovation, et ben, si vous mettez 100 étudiants dans une salle et que vous les challengez sur une problématique, vous allez en avoir 99 qui vont penser à des solutions numériques. Et ça, en soi, c'est un souci parce que ça rétrécit beaucoup les champs d'investigation et les champs de créativité. Ok, alors, je vous ai parlé du numérique. Il y a un terme qui est fréquemment accolé aujourd'hui au terme numérique, c'est le numérique responsable. Alors, je voudrais quand même dire 2 mots sur cette expression qui semble sortie un peu d'un chapeau et qui est aujourd'hui passée dans le langage courant de tous les gens qui font du Green IT ou même maintenant d'ailleurs au niveau de l'État et des grandes structures. Pour moi, accoler numérique à responsable, en soi, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Eh ben, parce que le numérique, c'est une technologie et une technologie en soi, elle n'est pas responsable. En fait, la technologie, elle est née de tout un jeu d'acteurs dont je vais parler d'ailleurs tout à l'heure, d'un jeu très complexe d'acteurs. Et c'est l'entièreté de ce système qui porte la responsabilité des impacts sociaux et environnementaux du numérique. Ce n'est pas le numérique en soi. Vouloir associer cette responsabilité au strict numérique, ça a tendance aussi à rendre invisible l'ensemble des acteurs qui sont derrière et qui, pour le coup, sont bien pour quelque chose dans ce qu'il advient du numérique, que ça soit d'ailleurs positif ou négatif. Alors, rappelons-nous quand même que on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre et puis d'autres impacts écologiques. Et puis, c'est quand même sérieux, hein, puisqu'à partir de 2020, si on veut rester en dessous de la barre des 2 degrés, on doit quand même réduire de 7% nos gaz à effet de serre par an. 7% pour vous donner une idée de ce que ça représente. Les 2 premiers mois de confinement, là, pendant ces 2 mois-là, relativement à l'année précédente,
on avait réduit de 8%. Donc, vous voyez, ça mesure un petit peu l'effort qu'il faudrait faire. La transition écologique qui est nécessaire, elle vise à guider les sociétés humaines, toutes les sociétés humaines, pas seulement les sociétés occidentales, vers un mode de vie soutenable, c'est-à-dire un mode de vie qui ne va pas dégrader les conditions de vie pour l'ensemble des espèces vivantes, dont évidemment l'homme. Et souvent, de la même façon qu'on accole responsable au numérique, on accole à transition écologique, transition numérique. Alors, je vous lis la définition de transition numérique parce que c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête. La transition numérique, c'est le processus d'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de l'entreprise, nécessitant des changements fondamentaux en termes de technologie, de culture, d'opération et de création de valeur. Donc, vous voyez déjà un petit glitch là. J'espère que vous avez déjà perçu ça. C'est-à-dire qu'on accole transition écologique qui vise au bien commun avec transition numérique qui vise les biens privés. Donc voilà, je voulais donner un petit peu d'éclairage là-dessus. Alors évidemment, dans tout ce monde-là, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez, parce que qu'est-ce qu'on met derrière numérique aujourd'hui? On met depuis les téléviseurs jusqu'aux smartphones, en passant par les ordinateurs, et puis ces fameux objets connectés qui ont tendance maintenant à envahir toutes les maisons et qui n'arrivent pas pour rien. Alors, la petite conclusion de mon introduction, vous allez voir, je vais faire des petites conclusions comme ça régulièrement, c'est que les caractéristiques techniques d'une techno ne sont pas neutres et une techno a des effets structurants majeurs. Donc ça, c'est vraiment un point d'ailleurs qui est illustré par le fait même de l'existence d'une chaire à GEM sur ce sujet-là, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et puis, ces caractéristiques techniques, elles sont le produit d'un jeu d'acteurs très complexe, et je vais juste illustrer ça juste après. Donc, vous voyez, l'avenir technologique, il n'est pas complètement inéluctable, il n'est pas... enfin, il pousse pas comme un arbre, quoi. C'est quelque chose qui est pas gravé dans le marbre. L'avenir technologique, il est déterminé par le jeu des acteurs qui sont derrière. On a un peu beaucoup tendance à dire aujourd'hui le monde sera ça, le monde sera ça, mais en fait non, le monde sera ce qu'on fera du monde. Alors, deux mots sur enfin un peu plus que deux mots sur les acteurs qui sont à l'origine de ces technologies. Alors, on commence par l'utilisation parce que c'est ce qu'on voit, ce que vous voyez, ce que moi je vois là devant moi, mon ordi, vous, votre écran, etc. Donc là derrière, il y a quoi comme acteur? Il y a vous-même, hein, les utilisateurs, nous-mêmes. Il y a les acheteurs, nous-mêmes en tant qu'acheteurs. Évidemment, il y a toutes les infrastructures, tous les réseaux, tous les opérateurs, tous les équipementiers, il y a les régulateurs, il y a les législateurs. Et tout ce petit monde-là a une influence sur la façon dont on utilise notre équipement. On n'est pas tout seul à décider l'entièreté du mode d'utilisation de notre équipement. Avant ça, il y a évidemment la commercialisation. Et alors là, vous avez évidemment les publicitaires, vous avez des partenaires avec tous les accords de partenariat internationaux et nationaux, vous avez les commerciaux, vous avez tous les organes de régulation, hein, comme par exemple l'ARCEP. Et puis avant ça, vous avez la fabrication. Donc avec pas seulement l'usine qui fabrique dans son coin, mais les équipementiers, les producteurs de métaux, les gens qui travaillent dans les mines, les transporteurs qui vont transporter tous ces équipements d'un point à un autre, et etc., etc. Mais tout ça, il a fallu le concevoir, et à l'origine, il y a la conception. Alors, c'est là que tout se joue, hein, vous allez me dire. L'essentiel des choses se joue à la conception.
Et dans la conception, il n'y a pas juste un petit gars là dans son labo qui va, à partir de rien, nous créer une technologie extraordinaire sortie du chapeau. Il y a tout un jeu d'acteurs qui s'interconnectent. Donc évidemment les industriels, les lobbyistes qui vont pousser pour je sais pas, telle règle d'éco-conception ou non. Il y a les États qui donnent les lignes à suivre, qui dirait par exemple, eh ben, la 5G, c'est une technologie qui constitue un avenir souhaitable et qui donc va pousser dans cette direction. Mais l'État lui-même, il ne fait pas ça tout seul dans son coin, il s'appuie sur des données. Donc par exemple, les cabinets de consultants qui sortent des chiffres, et ben, ces chiffres-là, ça guide les investisseurs, ça guide les États. Là derrière, vous avez aussi les laboratoires de recherche, mais les laboratoires de recherche, ils sont financés sur des programmes qui sont décidés par les États. Voyez, donc tout ça s'intercorrèle joyeusement, et vous imaginez bien que tous ces gens-là là, qui sont derrière tout ça, ils n'ont pas tous les mêmes idées, les mêmes intérêts. Et on n'a pas trop de mal à croire que ces intérêts de toutes ces personnes-là ne sont pas des intérêts qui sont tournés vers la planète. Évidemment, il y a la gestion de fin de vie dont j'ai pas parlé, où on a encore tout un... C'est incroyable la gestion de fin de vie, à quel point d'ailleurs, sur le plan de l'organisation, ça ressemble aux premières phases de conception, tant par rapport au nombre d'acteurs concernés, etc., etc. Vous voyez, d'ailleurs, je voulais illustrer un peu ça, mais c'est vraiment une illustration toute petite sur le nombre de trajets que fait un smartphone. Et là, c'est vraiment même pas un dixième de ce qui se passe dans la réalité avant d'être mis dans vos mains. Voilà, alors ça me semble vraiment très important de comprendre tous ces acteurs pour savoir donc vous, futur ingénieur dans le monde de demain, vous voyez bien qu'à partir de ça, vous pouvez agir à plein d'endroits différents et pas seulement en réduisant les vidéos streaming que vous regardez. Alors, je voudrais aussi illustrer les impacts du numérique par ces deux graphiques-là. Le premier, vous voyez, c'est un graphique qui a donné le Shift Projet en 2020. En fait, ça a été construit à partir de données qui ont été collectées en 2017. Donc, vous voyez déjà que quand on a des données une certaine année, en général, ça ne s'appuie pas sur des données extrêmement récentes. Je vais vous interrompre, mais on ne voit pas vos slides. On ne voit pas les slides depuis un certain temps, vous n'avez plus vos slides partagés. Moi, je les vois. Au début, je croyais que c'était... Moi aussi, je les vois. C'est bon. C'est bon. Alors, il faut cliquer sur les vignettes étrange. Il faut cliquer sur la vignette des slides. Cela vient de votre fenêtre. Vous cliquez sur la vignette et cela va apparaître en grand écran, mais ils sont bien partagés. Quelle vignette? Est-ce que tout le monde réussit à voir? Sur quelle vignette? Tout en bas de votre interface, vous avez une liste de noms et de prénoms. Normalement, vous devez voir une petite fenêtre avec les slides à côté de les écrans. Et si vous cliquez dessus, cela va la mettre en grand. Bon, je vous laisse trouver la petite vignette Vous magique. utilisez quel navigateur? Chrome. Mais vous savez quoi? Vous allez tout comprendre juste en m'écoutant, même si vous ne voyez pas les slides. Moi, je les ai vus tout à l'heure. Je les ai vus au début, mais je ne les vois plus. Allez, on y va. Ceci étant, la conférence est enregistrée et les Il y a une slides seront illustration partagés là dans la boîte de dialogue. Elle est parfaite. De Susanna. Allez, je continue. Donc, du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais je vais revenir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui. Il fallait regarder les deux chiffres.
Non, je voulais illustrer un peu le genre d'informations que vous pouvez recevoir, vous, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen d'ailleurs. Donc là, une magnifique illustration qui a été faite par le Shift Projet sur la répartition relative de l'impact, enfin de la consommation d'énergie finale par respectivement les terminaux, les data centers, les réseaux, les smartphones, que ce soit en phase de production ou en phase d'utilisation. Donc ça, c'est un schéma qui est intéressant, vous voyez, parce que ça nous apprend que la production des équipements par rapport à l'énergie finale, eh ben, c'est loin d'être négligeable, hein, puisque d'après ce graphique-là, c'est autour de 45%. Alors, c'est une moyenne mondiale, ça ne tient pas compte du mix énergétique français, donc ça, c'est déjà un truc qu'il faut avoir en tête. Et puis, à côté, je vais revenir après sur ce graphique-là. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que sur le plan énergétique, l'ensemble du numérique, ça représente dans les 4% au niveau mondial. En gaz à effet de serre, c'est à peu près la même chose. Et sur le graphique de droite, vous voyez une figure qui a été produite très très récemment par l'IEA sur la consommation énergétique des data centers, qui est la courbe en vert, qui est toute plate, qui est au niveau de 100, où vous voyez que les data centers, bien que la consommation bien que les services augmentent énormément depuis une dizaine d'années, eh bien, leur consommation, elle reste stable. Et donc, ce que je veux souligner quand je vous montre ces graphiques, c'est que vous pouvez voir ça et vous en tenir là et être très content parce que, par exemple, c'est bon, les data centers ne consomment pas trop et puis en plus, c'est stable. Et donc, vous allez projeter, comme la plupart des gens, que ça va rester comme ça. Et que donc il y a une espèce de magie de la technologie qui fait qu'en dépit du fait qu'on augmente colossalement le nombre de vidéos qu'on regarde, etc., ça ne change pas. Mais là où je voudrais insister, c'est qu'il faut toujours aller voir un petit peu derrière qu'est-ce qui se passe. Et il y a notamment une chose que je voudrais souligner sur l'histoire des data centers, c'est que si les data centers restent stables, c'est que effectivement il y a eu d'énormes progrès technologiques qui ont permis d'absorber cette augmentation de besoins, mais ça ne va pas durer. Ces progrès technologiques, c'est des progrès autour des technologies de refroidissement de data centers et puis de cloud, c'est-à-dire le nombre de services qu'on va faire supporter par un serveur physique. Donc voilà, ça c'était vraiment des belles avancées technologiques, mais on a fait le plus facile, là, à partir de maintenant, ça va augmenter. Et puis, ce n'est pas le seul truc que je voudrais vous montrer qu'on ne voit pas là-dedans. Donc, par exemple, quand vous voyez la fameuse figure du Shift Projet qui vous donne un certain niveau d'information, eh bien, il y a tout un tas d'autres impacts qu'on ne voit pas. Là, souvent, quand vous entendez parler du numérique, vous entendez parler de gaz à effet de serre et puis d'énergie, mais il faut bien avoir conscience que les impacts environnementaux du numérique, et je ne parle même pas des impacts sociaux, c'est pas seulement ça, c'est aussi des effets sur la couche d'ozone, des effets sur la toxicité humaine, sur l'eutrophisation des eaux, sur la consommation d'eau, sur la déplétion de métaux, et là j'ai mis que quelques exemples, mais en tout cas, il y a énormément d'effets qu'il faudrait pouvoir prendre en compte. Sauf que la plupart des autres effets, on sait moins bien les calculer parce que c'est très compliqué à calculer, donc on sait moins bien, on sait un peu, mais moins bien. Et il y a une espèce de tendance qui est très relayée par les médias à vouloir tout simplifier et à vouloir donner que des choses dont on serait certain. Ouais, vous avez la même chose avec le Covid, mais c'est la même chose pour tout. On voudrait ne jamais avoir d'incertitude. Et du coup, toutes ces notions-là, tous ces impacts-là, par exemple sur l'écotoxicité aquatique, eh ben, on n'en parle pas, c'est pas relayé, parce qu'on n'est pas capable de dire ça fait 4%, on ne sait pas trop de quoi, mais avec un chiffre comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que quand vous voyez une courbe comme les data centers, là, en fait, vous voyez que la phase d'utilisation et tout ce que vous ne voyez pas, c'est tout le reste du cycle de vie de tous les équipements qui sont impliqués là-dedans, de l'extraction des métaux à la fin de vie des équipements, en passant par le transport des équipements. Et je vais faire des petits zooms là sur ces impacts-là. Alors, 2 mots très rapides. Ça m'énerve parce que je ne vois pas l'heure là, parce que je ne me suis pas débrouillée pour avoir l'heure. Attendez, je m'excuse, je vais chercher mon téléphone.
Voilà, je suis de nouveau à vous. Donc, un point sur les métaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les métaux. Il y a beaucoup de choses un peu fausses qui se disent sur les métaux. Parce qu'en fait, dans la réalité, on sait des choses, mais on n'est pas capable de dire 4%, 2%, 2 ans, 3 ans. Pourquoi on a tant de mal à avoir des valeurs précises? Eh bien, c'est parce que, comme vous le savez, les métaux, ils sont répartis à la surface de la planète, dans la croûte terrestre, que ça s'est fait au moment de la formation de la Terre, et qu'il n'y en a pas des nouveaux qui naissent de façon spontanée, là. Donc, tout est dans la croûte terrestre. Et c'est pas réparti de façon homogène. Donc, il y a des endroits, là, vous voyez sur cette courbe-là, il y a des endroits, donc vous avez la quantité en ordonnée, puis en abscisse, vous avez la concentration du métal dans le minerai. Et ben, vous n'avez pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de quantité où le métal il est en très forte concentration, mais beaucoup où il est en très faible concentration. Et évidemment qu'on a commencé par aller là où c'est le plus concentré, et puis maintenant, eh ben, malheureusement, on en est à la partie grise de la courbe, et donc on va là où c'est moins concentré, et là c'est compliqué. Parce que moins c'est concentré plutôt, et plus on a besoin d'eau pour extraire les métaux. Et d'autre part, moins c'est concentré, et plus, à partir de maintenant, on va avoir besoin d'énergie pour extraire ces métaux. Même si jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je ne vais pas passer de temps à vous expliquer la courbe de droite, mais si vous avez besoin dans les questions, j'y reviendrai. Même si jusqu'à maintenant, il y a eu aussi là des progrès technologiques assez impressionnants qui ont fait qu'on a réussi à extraire en réduisant la quantité d'énergie nécessaire au kilo extrait, vous voyez. Mais sauf que maintenant, ça, on a atteint la limite physique, et donc on va plus y arriver. Le problème un peu aujourd'hui, d'ailleurs, sur tout un tas de limites, et pas seulement la limite des métaux, c'est qu'on atteint les limites planétaires, et ça, quand on est devant notre écran, avec notre voiture dans la rue, tout ça, c'est comme si on ne le voyait pas. D'ailleurs, on ne le voit pas avec nos yeux, et c'est un problème parce que du coup, c'est tellement facile de nier cette réalité. Alors, surtout que, eh ben, on a des messages extrêmement positifs qui nous disent, mais vous inquiétez pas, on va mettre en place de l'économie circulaire, et donc votre problème de métal, là, c'est un non-problème. Alors, pourquoi c'est faux, ça? C'est parce que la croissance de la demande en métaux, elle est exponentielle. Hein. Depuis 1950, le cuivre, on augmente de 3% par an depuis 1950, et ça ne diminue pas pour l'instant, ni l'aluminium, ni les autres métaux d'ailleurs, qu'on a commencé à extraire un peu plus tard que ça. Mais en tout cas, il y a des croissances exponentielles. Donc ça veut dire quoi? Alors, mettons qu'autant, disons, on va dire, il y a 20 ans, vous aviez besoin de cette quantité-là de cuivre. Là, je vais prendre l'exemple du cuivre. Donc, OK, vous avez extrait toute cette quantité-là pour fabriquer vos objets en cuivre. Et puis, les objets en cuivre, eh ben, on va dire que ces objets en cuivre-là, ils durent 20 ans. Donc, l'année suivante, comme vous fabriquez plus d'objets en cuivre, eh ben, vous avez besoin d'un peu plus. Donc, OK, vous allez en extraire un peu plus. Puis l'année suivante, encore un peu plus. Puis, paf, là, on est à aujourd'hui. Donc 20 ans après, et nos objets qui avaient été fabriqués il y a 20 ans, youpi, on peut les recycler. Donc on se dit, ben, on va pouvoir aller les récupérer, sauf que vous voyez, pendant ce temps-là, pendant les 20 ans, eh ben, la demande, elle a beaucoup augmenté, parce qu'elle a augmenté de façon exponentielle, et donc la petite quantité qu'on peut récupérer de nos fameuses mines urbaines, en fait, elle est vraiment pas très importante sur l'ensemble de ce qu'on a besoin. Et puis non seulement ça, mais comme en plus on ne sait pas tout recycler, pour plein de raisons que je vais juste développer juste après, et ben en fait, vous voyez, on n'y arrive pas. Donc dans ce contexte-là, l'économie circulaire, juste ça ne fonctionne pas en fait. Pour que l'économie circulaire fonctionne, à une échelle globale, hein, je veux dire, pas juste sur un petit truc dans son coin, eh bien, on a besoin de ne plus être en croissance. En croissance de la demande en matériaux. Okay. Alors, les déchets, c'est quoi le problème avec les déchets? Le problème avec les déchets électroniques, c'est que normalement, ils doivent être collectés dans une filière spécifique,
pour être correctement valorisé, même si on pourrait en dire beaucoup sur la valorisation, mais disons au moins c'est moins pire. On est capable d'ailleurs aujourd'hui, une parenthèse, sur un smartphone qui contient, disons, une 50aine de métaux, dans le meilleur des cas, on va récupérer une 20aine de métaux. Bon, ça représente l'essentiel du poids en métaux du smartphone, mais n'empêche, c'est pas tout. Et donc voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, mais malheureusement, on n'est pas capable, même en France, de collecter plus qu'on doit être à 52% aujourd'hui. Donc 52% en poids des déchets d'équipements électriques et électroniques, ils sont juste pas collectés, ils partent au mauvais endroit. C'est-à-dire ils partent dans les tiroirs, dans les déchets ménagers, dans la ferraille, ou alors ils partent en export illégal dans des endroits où ils créent énormément de pollution et énormément de désastres humains. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube. Il y a un documentaire qui est en ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en ligne, mais j'imagine que les concepteurs, les réalisateurs, ils sont d'accord. Mais en tout cas, il est encore en ligne. Et ça s'appelle Les déchets électroniques, le grand détournement. Je vous invite vraiment à le regarder. Ça fait réfléchir sur ce qu'on va faire de ces déchets après. Voilà, donc je vous ai montré tout un tas d'impacts. Donc les impacts du numérique sur l'environnement, c'est les problèmes de pollution liés à l'extraction des métaux et aux déchets mal recyclés, c'est les questions d'énergie, effectivement, et puis d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est la déplétion des métaux. Après, il y a en plus tout un tas d'impacts sur la santé et des impacts sociaux, notamment les conflits qui sont générés du fait de la pression sur les métaux, que ce soit des conflits armés comme au Ghana, en République démocratique du Congo, ou des conflits d'accès à l'eau, comme il y en a énormément en Amérique du Sud. Et puis ça, c'est loin, on ne le voit pas, mais chez nous, on commence aussi à avoir des impacts qui ne sont pas négligeables sur la santé notamment. Notamment avec l'augmentation de la prévalence de la myopie. D'ailleurs, ça m'a fait halluciner. Ce matin, j'ai entendu une publicité sur, je sais pas, ça devait être France Inter, où il disait, oui, alors c'était un opticien qui vendait certains types de verres qui allaient permettre de réduire la myopie, mais en fait, il ne faut pas se faire d'illusions, les enfants, ils deviennent plus myopes maintenant parce qu'ils regardent trop d'écrans en fait. Les enfants petits, quand ils ont un écran devant eux, ça pourrait être un livre, hein, sauf qu'ils ne gardent pas un livre devant eux 5 heures ou 2 heures dans la journée. Mais quand ils ont un truc devant les yeux, ben, leurs yeux ne peuvent pas se développer parce que les yeux, pour se développer, ils ont besoin de regarder loin. Donc, à cause de ça, on a une explosion de la prévalence de la myopie. Et c'est sûr que résoudre ça, ça ne passe pas par faire des verres spéciaux qui permettent de réduire la myopie, mais c'est bien de ne pas mettre un écran devant un enfant. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Et puis, il y a tout un tas d'autres problèmes de santé que je ne vais pas développer ici, mais j'imagine que dans la chaire de GEM, là, ça doit parler de ces aspects-là. Alors, je vais passer encore 5 minutes à vous parler des effets indirects, parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que des effets directs du numérique, qui sont liés donc à la fabrication jusqu'au traitement de fin de vie du numérique, mais il y a aussi plein d'effets indirects. Les effets indirects du numérique ou de n'importe quoi, c'est des effets qui sont induits, c'est-à-dire que le fait d'avoir un objet génère le besoin de possession d'un autre objet. Vous avez un ordinateur chez vous, vous allez avoir besoin par exemple de la DSL, de la 5G, de l'imprimante, etc. Voilà, ça c'est des exemples d'effets induits. Il y a aussi tout un tas d'autres effets induits, par exemple l'obsolescence indirecte. Alors, je ne vais pas développer l'obsolescence, mais souvent on parle un peu moins de l'obsolescence indirecte. L'obsolescence indirecte, c'est le fait que, du fait de la présence d'une partie numérique ou électronique dans un objet, dans un jouet, dans un four, que sais-je, eh ben, l'objet risque de tomber en panne plus rapidement et surtout il ne sera pas réparé parce que le changement actuellement, hein, j'espère que ça va changer, parce que le changement de la partie électronique coûte trop cher. Donc voilà, ça c'est donc des effets indirects. Et ça, il faut bien avoir conscience que du coup, ça génère des gaz à effet de serre supplémentaires du fait de la fabrication de ces autres objets.
Un autre effet indirect dont on parle beaucoup, j'espère que vous-même vous en avez entendu parler, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est un effet qui est lié à l'augmentation d'efficacité d'un processus. Donc sur le graphique là, vous avez l'exemple du charbon, parce que l'effet rebond, il a été mis en évidence au début par quelqu'un qui s'appelait Jevons et qui a mis en évidence cet effet-là grâce au charbon, mais je vais vous l'expliquer d'une façon plus simple, surtout pour ceux qui n'ont pas les slides. Donc, quand vous faites une augmentation d'efficacité sur quelque chose, une technologie, un truc qui consomme moins, un écran qui prend moins de place, en tout cas, vous faites un gain d'argent, un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez coupé votre micro. François, ça a coupé ton micro par inadvertance. Ah bah c'est bête ça, ça fait Voilà. longtemps? Non, 2 secondes juste. Alors, tu disais sur l'effet rebond, quand on fait un gain, voilà. Alors, quand on fait un gain, pendant ce temps, j'imagine, vous avez fini mon raisonnement, mais bon, je vais finir. Donc, quand on fait un gain d'argent, de temps, d'espace, d'énergie, de gaz à effet de serre, dans notre système économique qui est basé sur une croissance obligée, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi la croissance est obligée, eh bien, en réalité, ce trou-là, ce vide-là, ce gain-là, il se re-remplit immédiatement. Soit de la même chose, soit d'autres choses. Et donc, à cause de ça, par exemple, la 5G qui promet que le transport d'1 gigaoctet va être moins énergétique que pour la 4G, eh bien, en fait, comme il y aura plus de données qui vont être transportées, globalement, ça va consommer plus d'énergie. Voilà, c'est ça l'effet rebond. Vous avez des effets rebonds à l'appel sur les objets numériques. Si on avait le temps, on pourrait faire un atelier spécialement là-dessus. C'est très intéressant de réfléchir à ça. Alors du coup, je repose ma question, est-ce que les services numériques sont au service de la transition écologique? Donc ça, oui, juste, j'ai échangé 2 slides. Et donc ça, c'est une illustration de l'effet rebond du cloud. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est pour vous donner une représentation de la complexité, justement, des effets indirects, des effets rebonds. Vous voyez, avec plein de boucles de rétroaction positive ou négative. Mais en tout cas, ce que montre ce schéma-là, en particulier, c'est que le cloud qui est basé sur des machines virtuelles et dont on pourrait imaginer que du coup, comme on exploite mieux les serveurs, eh bien, à la fin, on va consommer moins d'énergie. Et ben, en fait, non. Là, ces travaux-là nous démontrent qu'on consomme plus d'énergie et c'est exactement à cause de l'effet que je vous ai indiqué. Et puis, il y a encore des effets indirects qui sont plus globaux, qui sont des effets structurels. Qui sont liés au numérique, parce que vous voyez bien que maintenant le numérique, il y en a partout, il y en a dans tous les secteurs de l'économie. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que le numérique, c'est un accélérateur de la grande accélération, hein, comme on dit, c'est-à-dire que le numérique, ça ajoute de partout de la dépendance et de la complexité, et ça accélère tout. Ça accélère les flux de marchandises, les flux de personnes, les flux financiers, les procédés de production, ça accélère l'obsolescence, ça accélère les transformations sociales, ça accélère les rythmes individuels. Des fois, ça peut être bien d'accélérer, mais bon, quand on est en période de réchauffement climatique, je crois accélérer, parce que malheureusement, on ne sait pas encore, et je ne sais pas si on saura un jour, moi je ne le crois pas, découpler. Mon partage d'écran, c'est coupé tout seul, c'est. Ou vous le voyez encore là? Non, je vais rebasculer dessus et je vais te mettre en présenteur. Il y a des choses bizarres qui se passent. Non, c'est parce que c'est une réunion ouverte, tout simplement, et donc en jouant avec les vidéos à mettre en épingle ou pas, on peut modifier la présentation. D'accord. Je crois que vous êtes en partage d'écran, c'est juste que vous n'êtes pas sur le bon écran dans votre ordinateur à vous. Ah oui. Parce qu'on voit quand même votre écran.
Ah, c'est la fenêtre, voilà, il suffit de réduire la fenêtre. Merci. Ah bah voilà. Super. Ok. Mais ça s'est fait tout seul, hein, je vous jure, j'ai rien touché. Hein. Bon, en tout cas, je termine là-dessus. Donc, ces effets structurels, c'est des effets qui aujourd'hui semblent nous échapper et posent vraiment question. Je vais passer là-dessus parce que j'ai beaucoup de retard. Sur est-ce que finalement tout ça, c'est au service de la transition écologique ou non? En tout cas, moi, mon avis là-dessus, c'est que non. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve, mais absolument rien, qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre grâce au numérique, puisque nos émissions de gaz à effet de serre continuent tranquillement d'augmenter. Et donc, en guise de conclusion, je serais intéressée par avoir vos retours. Voilà. Et je suis désolée par tous ces petits problèmes techniques. Merci beaucoup. En tout cas, pour les questions, je vous demande de ne pas allumer votre micro, mais de poser vos questions via l'onglet de conversation. Alors, ce qui est apparu une idée est apparue dans l'onglet conversation, c'est justement que les pertes thermiques des serveurs soient des intrants pour le chauffage des bâtiments. Est-ce que vous pensez que cette idée est viable à grande échelle? Bah, cette idée est déjà utilisée, mais ça ne va pas révolutionner le monde parce que les transports de chaleur, c'est très peu efficace. Enfin, vous pouvez transporter de l'eau, mais elle se refroidit assez vite. Donc, ça marche pour des bâtiments qui sont à côté et il n'y a pas tant de data centers que ça qui pourraient chauffer des villes entières. En fait, en plus... Pardon ? Excusez-moi, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de mettre l'ordinateur directement à chauffer l'eau à l'intérieur des bâtiments. Il n'y a pas de Ah, d'accord. Les serveurs, vous voulez dire. qui s'appelle Steamergy qui fait ça. Oui, ça existe déjà. Effectivement, de mettre des serveurs dans les bâtiments, notamment les collectifs, pour chauffer les chaudières, l'eau des chaudières. Et donc ça, c'est une idée intéressante, mais qui pose tout un tas de problèmes par rapport au modèle économique, au modèle de qu'est-ce qui va tourner sur ces serveurs. Ça rend aussi l'idée d'utiliser moins les serveurs un peu compliquée, parce que si vous décidez un jour de réduire colossalement votre consommation de services sur les serveurs, hein, on ne sait jamais, les gens, ils n'auront plus d'eau chaude, vous voyez. Enfin, il va falloir la chauffer autrement. J'imagine qu'il y a des systèmes, évidemment qu'il y a des systèmes intelligents pour remplacer la source d'énergie, mais en tout cas, c'est pas ça qui va révolutionner le monde, parce que l'impact majoritaire du numérique sur l'environnement, c'est pas la consommation des data centers, c'est la fabrication des objets terminaux. En fait, l'essentiel des impacts sur les gaz à effet de serre et pollution et tout ça, c'est pas les data centers, il faut bien que vous ayez ça en tête, c'est vos ordinateurs, vos écrans, vos smartphones, vos téléviseurs, vos objets connectés. Je vais dire hein, parce que je suis dedans aussi. Merci. Une autre question, est-ce que vous avez des idées pour que le numérique soit au service de la transition écologique? Et surtout, nous, à notre échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je crois que nous, à notre échelle individuelle, on peut toujours faire des petites choses, hein. On peut toujours regarder moins de vidéos et puis surtout garder nos équipements beaucoup plus longtemps et puis les recycler mieux. Mais c'est pas ça qui va révolutionner le monde. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est surtout quand vous travailler dans des entreprises, c'est faire en sorte que le numérique soit mieux utilisé, que ça corresponde à des besoins essentiels, pour revenir sur une expression fréquemment utilisée actuellement, qu'on n'utilise pas, qu'on arrête de gaspiller ses ressources pour tout et n'importe quoi. En fait, vous pouvez surtout agir soit à titre individuel en augmentant la durée de vie de vos équipements, soit dans vos entreprises, dans les cabinets de consulting par exemple, dans les organismes de normalisation. Vous avez tous ces endroits-là où vous pouvez agir. Et justement, on parle d'agir, donc il doit y avoir une prise de conscience du grand public et des entreprises sur la pollution du numérique. Selon vous, existe-t-elle ou est-elle encore marginale? Non, elle n'est pas marginale. Il y a un gros changement depuis 2018. Je dirais qu'elle est restée marginale jusqu'en 2018.
et que depuis 2018, il y a eu comme un changement d'ailleurs de prise de conscience, pas que sur le numérique, mais plein de choses, mais en tout cas, notamment sur le numérique, il y a un gros changement de perception et maintenant, si vous vous adressez à n'importe qui dans la rue, presque n'importe qui, que vous dites est-ce que d'après vous le numérique pollue, tout le monde va dire oui. Après, les gens, ils n'auront pas forcément d'idée très précise de ce que c'est et puis du jeu d'acteurs qui est derrière et puis de ce qu'ils peuvent faire, mais ils sauront que ça pollue. Une autre question sur les effets du numérique. Les éléments numériques sont aujourd'hui au cœur de tout. Votre voiture est un ordinateur qui roule, votre réfrigérateur un ordinateur qui fait du froid, etc. Le gain d'efficience de l'ensemble des chaînes de production industrielle, des baisses de consommation des autos, est-il pris en compte dans vos modèles? Oui. En fait, c'est exactement l'effet rebond. Et puis, franchement, moi, j'ai pas un frigo qui marche avec de l'électronique, je crois pas, hein. Tous les frigos ne sont pas avec de l'électronique. C'est vrai que ça existe, mais tous les frigos ne font pas ça. Et les gains d'efficacité qu'il y a en ajoutant des petits bouts d'électronique dans ci, dans ça, c'est complètement couvert par le fait d'avoir de plus en plus d'objets électroniques. Donc en fait, on est dans l'effet rebond. On aimerait bien penser comme vous. On aimerait bien penser que tout ça va dans le bon sens, mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut que constater que ça ne va pas dans le bon sens. Et quelle piste pour augmenter la durée de vie des équipements numériques? Ben c'est simple, il ne faut pas céder à acheter un nouvel équipement dès qu'il y a un nouvel équipement qui sort. Enfin, faut pas saisir le prétexte d'avoir une petite rayure sur son écran ou un écran cassé pour changer le smartphone. Hein, ça se répare, un smartphone, ça se répare un ordinateur. Après, si vous avez un ordinateur qui commence à ramer, vous pouvez faire un nettoyage du système d'exploitation. Vous pouvez passer sur un exploitation moins gourmand. En ressources, il y a plein de solutions pour garder ces équipements plus longtemps. Et puis déjà, à la base, quand vous achetez un équipement, que ce soit un ordinateur ou autre chose, par exemple, je ne sais pas si vous achetez une gazinière. Ouais, je prends un exemple complètement à côté exprès. Peut-être faites attention à pas acheter avec le dernier truc technologique high-tech. Ah bah tiens, je vous donne un exemple que je trouve assez extraordinaire. C'est, je sais plus, c'est Miele, je crois, qui a sorti un four qui prend des photos du gâteau qui est en train de cuire toutes les minutes et qui vous l'envoie sur votre smartphone. Vous voyez ce genre de truc. Mais du coup, faire garder ces équipements plus longtemps, ça démarre aussi de votre acte d'achat. C'est acheter mieux. Une autre question, l'augmentation constante du poids de nos données contribue à rendre plus rapidement obsolètes les appareils et à augmenter la consommation. Un plafonnement de cette augmentation serait-il envisageable? Des effets réels observables pourraient-ils être attendus? Bah, en fait, ça, c'est une idée qui est intéressante, mais qui je vais pas dire mais, et qui a une action directe, c'est-à-dire que effectivement, si vous limitez la quantité de données que vous avez le droit de faire passer sur Internet ou que sais-je, sur votre boîte ADSL, un peu comme sur votre 4G ou 5G, ça va réduire, effectivement, vous allez faire plus attention à ce que vous générez comme données. Donc, ça a un effet direct parce que même si les serveurs, ils existent aujourd'hui, disons qu'il y aura besoin de moins en acheter, donc construire, donc concevoir, etc., etc. Mais ça a aussi un effet que moi je trouve assez intéressant dans un cercle vertueux, c'est que quand on commence à faire attention et à s'inscrire dans une attention sur les ressources qu'on consomme, je pense que ça reste pas en silo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire attention, je ne crois pas à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire attention à ces données et puis rien faire attention à côté
de ce qu'on gaspille ou pas sur la planète. Je crois que les démarches de sobriété, que ça soit, elles doivent être globales. Elles ne peuvent pas être juste sur un silo, mais il faut rentrer par une porte. Et peut-être que c'est pour ça que j'aime bien cette idée de mesure, parce que rentrer par exemple par la porte des données, ça peut, enfin c'est mon espoir, ça peut permettre de l'élargir et de faire de la sobriété un peu ailleurs, parce que je le rappelle, nous avons dépassé les limites planétaires largement sur plusieurs indicateurs. Et là, aujourd'hui, si on continue comme ça, il faut vraiment avoir ça en tête, que si on continue comme ça, juste on est en train de courir à la catastrophe. Je vous rappelle que il y a les accords de Paris, mais il y a des scientifiques qui ont fait des calculs sur l'augmentation de température si les États ne faisaient pas plus que ce à quoi ils se sont engagés, ce que déjà ils ne font pas. Mais en tout cas, s'ils faisaient ce pourquoi ils se sont engagés, on augmenterait nos températures moyennes de 4 degrés à peu près. 4 degrés, c'est énorme. 4 degrés, ça veut dire beaucoup de morts, ça veut dire beaucoup de souffrance. Et il faut avoir vraiment ça en tête. Les changements à opérer aujourd'hui, ils sont colossaux. C'est pas juste en regardant une vidéo en basse résolution au lieu de la regarder en 8K qu'on va changer fondamentalement les choses. Les changements, ils doivent être structurels, ils doivent être énormes, et c'est vous qui allez pouvoir faire ça. Une précision concernant la question précédente, l'ensemble des réfrigérateurs aujourd'hui a une carte électronique comme les machines à laver. Mince alors. Voilà. Une autre question, est-ce que vous savez si l'Union européenne planche sur des projets de loi imposant aux fabricants de téléphones et ordinateurs de permettre aux usagers de pouvoir changer leur batterie non soudée aux appareils? Alors, normalement, il y a une directive dans ce sens-là. Mais en fait, cette directive n'a pas été mise en application parce que les gens, ils s'en foutent, en fait. En fait, bien sûr, il y a quelques personnes très concernées qui se disent qu'ils veulent absolument un téléphone avec une batterie qui se détache. Mais de fait, il y a eu une proposition de directive dans ce sens-là. D'ailleurs, je me demande si elle n'est même pas passée. Mais comme les utilisateurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter un téléphone fin, étanche, etc., etc., et que ça, c'est visiblement, d'après les constructeurs, incompatible avec l'idée d'avoir une batterie qui se détache et qui se change. Du coup, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte contre les constructeurs et du coup, ce n'est pas appliqué. Il y a eu d'autres travaux de la directive européenne, hein, par exemple, pour standardiser les ports par rapport aux chargeurs de téléphone, vous voyez. Ça avance un peu plus. Il y a plein d'autres directives hein, de l'Union européenne par rapport à la consommation électrique des équipements. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Hein. L'Union européenne est plutôt assez engagée dans cette direction-là. Une question. Il existe aujourd'hui des entreprises de risque et d'organisation qui compilent les gestionnaires de tâches, qui encouragent le no-mail et qui comptent en leur sein même une multitude d'applications avec la fin de la nécessité d'utiliser moult applications différentes. Notamment à Rock Solutions, qui s'y engage et a gagné le prix Microsoft Innovation pour ces raisons. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris là, hein, mais bon. Il me semble avoir compris que c'est l'idée de ne plus avoir de mail et X applications, mais de tout mettre dans la même chose, c'est ça? Oui. C'est ça? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense rien parce qu'en fait, il faut mesurer. En fait, on ne sait pas tant qu'on n'a pas mesuré. Je ne sais pas si ça sera plus efficace que d'avoir le mail et puis une autre application. Si je peux compléter, ils s'engagent par exemple donc à la fin du mail avec simplement des notifications, mais le but c'est de retirer tout ce qui est objet comptable, outils comptables, gestionnaire des tâches, donc tout ça avec du no-mailing et un assignement automatique en fait par l'ordinateur. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? En fait, je ne connais pas cette technologie, donc moi je ne vais pas m'avancer sur une techno que je ne connais pas. D'accord. Je suis désolée.
Je suis désolée. D'une façon générale, moi, ce que je dirais sur une nouvelle techno qui arrive, il faut mesurer pour savoir qu'est-ce que ça a comme impact environnemental. Hein. Il y a des mesures sur le mail, il faut mesurer sur ce genre de choses, et puis sur d'autres produits. Et puis, il y a un autre point de vigilance qu'il faut avoir, c'est, vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui se font sur la captation de l'attention, qui est aujourd'hui un énorme problème, hein, qui est reconnu comme tel. Et donc, il faut regarder si ce genre d'application-là, ça n'augmente pas encore ce phénomène qui, du coup, conduit à de l'addiction de la part des utilisateurs. Il y a un espèce d'enfermement dans un ensemble de concepts, de dogmes. Voyez ce qui se passe avec ce monde qui nous entoure là, où de plus en plus, je déborde un peu du sujet de l'environnement, mais de plus en plus, on ne côtoie que des gens qui partagent les mêmes idées que nous, qui utilisent les mêmes outils que nous. Voilà, donc c'est comme si on était de plus en plus enfermés dans un monde qui nous empêche d'inventer autre chose, d'inventer le monde de demain. Et ça, si j'avais un message à vous dire, c'est sortez de ça, quoi, sortez de la boîte, allez explorer d'autres idées, sortez du tout technologique, allez explorer. Une question aussi sur le secteur du recyclage qui, je crois, est loin de remplir les espoirs qu'on mettait dedans. Pour vous, est-ce possible d'améliorer le recyclage dans l'industrie du numérique et si oui, comment y parvenir? Alors oui, il y a moyen. Hein. Alors comment y parvenir? Alors je peux vous dire ce qu'il faudrait faire pour améliorer le recyclage. La première chose à faire déjà, ça serait de vendre moins de produits pour générer moins de déchets. Donc d'acheter des trucs d'occasion et de les garder plus longtemps, hein, je le dirai jamais assez. La deuxième chose, ça serait de collecter beaucoup mieux. Et donc, pour collecter beaucoup mieux, il faudrait inventer des systèmes, je ne sais pas quoi, de consignes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait inventer. Vous allez avoir plein d'idées là-dessus. Mais en tout cas, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, la collecte en France, c'est 50% à peu près. Dans le monde, c'est 20%. Dans le monde, il y a 80% des déchets en poids, hein, d'équipements électriques et électroniques qui partent dans des filières qui sont pas adaptées. Donc, il y a un gros travail à faire sur la collecte de ces objets qu'il faut réduire à la base. Et puis ensuite, sur les technologies, pour moi, pour améliorer les technologies de recyclage, il faudrait que les concepteurs des objets, ils travaillent avec les gens qui font le recyclage, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, malheureusement. Quand vous allez voir des recycleurs, ils vous disent, non, nous, on n'est jamais sollicité par les concepteurs, les producteurs, on n'a jamais l'occasion de leur expliquer ce qui nous pose un problème au recyclage. Donc ça serait certainement une voie à explorer, pas forcément très difficile à mettre en œuvre. J'ai une question sur la 5G aussi, parce que ça m'avait un peu interpellée. Un article de SFR affirme que la 5G permettra d'atteindre 90% de réduction de la consommation d'énergie au sein du réseau en utilisant des modules particulièrement économes, limitant ainsi l'impact sur l'environnement. Mais ce qui m'étonne, c'est que la puissance concernant la 5G est de 31 600 watts, alors que la puissance totale d'émission concernant la 2G, la 3G et la 4G réunies est de 16 029 watts. Les antennes relais 5G émettront donc à elles seules des rayonnements électromagnétiques 2 fois plus forts que la somme des antennes 2G, 3G et 4G réunies. Donc, dans quelle mesure SFR peut-il affirmer que la 5G est une technologie écologique et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, SFR peut... C'est sympa, tous vos chiffres, là, je veux bien que vous me les envoyiez. SFR peut affirmer ce gain écologique parce que quand on ramène, ou ce gain énergétique, parce que quand on ramène l'énergie consommée au gigaoctet transporté, eh ben, c'est meilleur avec la 5G, en fait, c'est pour ça. Mais par contre, si on regarde d'une façon macro,
en fait, c'est moins bon. Et ce que vous n'avez pas souligné en plus, c'est que la 5G, elle ne va pas venir en substitution de la 4G, 3G, 2G, etc. En fait, la 5G, elle vient en plus. En fait, on ne sait pas faire des transitions, hein. C'est comme on ne sait pas faire une transition énergétique. Je vous invite à écouter les conférences, les excellentes conférences de Jean-Baptiste Fressos qui explique ça très très bien, que en fait, à chaque fois qu'on a mis en place une nouvelle énergie, c'est venu en plus des autres. Et bien là, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a un nouveau protocole de communication, ça vient en plus des autres. Là, vous imaginez bien que les opérateurs, ils ne vont pas supprimer les communications 4G, etc. parce que ça va pas être très bon par rapport à tous les gens qui auront encore des téléphones qui n'auront pas le protocole 5G. Donc non seulement la 5G, elle est globalement moins efficace, mais en plus, les autres protocoles vont rester. Et ce qu'il faut avoir en tête, que j'ai pas dit, c'est que alors que la 5G, si vous transportez moins de données, vous êtes capable de faire réduire la consommation d'énergie des antennes et de tous les dispositifs. Donc c'est un peu proportionnel. Mais sur les autres protocoles plus anciens, enfin qu'on utilise encore, eh bien, on n'a pas cette proportionnalité. C'est-à-dire que si vous utilisez votre antenne 4G pour 10 ou pour 1000, ça va consommer la même chose. Donc, vous voyez, le problème, c'est que quand vous ajoutez la 5G, ben, vous allez continuer à avoir les autres qui vont continuer de consommer beaucoup en plus. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Et c'est pour ça que moi, je suis très énervée quand j'entends les débats sur la 5G, parce que quand on entend les débats sur la 5G, souvent, on reste à des niveaux assez, je dirais, étroits du débat. Toute la question de l'impact indirect, par exemple, sur les objets qui vont être fabriqués. Vous imaginez bien que tous les industriels, ils sont trop contents aujourd'hui de se dire, ah ben enfin on va pouvoir faire du temps réel, et puis franchement, il y a une partie de moi qui les comprend. Ça ouvre des tas de perspectives. Mais évidemment, ça va faire encore plein de nouveaux objets qu'il va falloir fabriquer. Et du coup, dans le débat sur la 5G, tout ça, c'est pas abordé, quoi, tous ces effets-là. Il y a une question encore, Camille, enfin, plutôt une réflexion qui dit que oui, finalement, c'est vrai que le numérique, ça pollue, mais ça peut aussi éviter le déplacement de plusieurs dizaines de personnes. Par exemple, ce soir, nous sommes tous branchés sur notre PC, et si la conférence avait été en présentiel, eh ben, on se serait tous déplacés, donc on aurait aussi généré de la pollution. Voilà, c'est aussi oui, non, un des mais avantages. oui, alors je vais quand même pas laisser dire ça sans répondre. Ok. Donc d'abord, il me semble que vous habitez tous à Grenoble ou dans les environs. Donc si vous étiez déplacé, vous seriez déplacé probablement à pied ou en tram, parce que pour aller à Gênes, c'est quand même vachement pratique de venir en tram, donc ça n'aurait pas été si catastrophique que ça de se déplacer, alors que là, vous êtes tous avec votre ordinateur. Et en plus, on ne peut pas regarder les choses simplement comme ça. Parce que vous pourriez aussi me faire le même raisonnement, par exemple, sur le télétravail, en me disant, vous voyez, grâce au télétravail, grâce au numérique, eh bien, on s'évite les déplacements en voiture. Mais faire ce genre de raisonnement, c'est oublier tous les effets indirects qui sont liés à ça. Si je prends juste l'exemple du télétravail, dans les effets indirects qui ont été d'ailleurs pour une grande partie étudiés dans le cadre d'une étude de l'ADEME, eh bien, il y a par exemple le fait que, ok, maintenant, on est confiné, donc on est un peu obligé, donc on travaille avec notre ordi, donc effectivement, on ne se déplace pas. Donc moi, j'habite en montagne, donc effectivement, je ne prends pas le bus pour descendre, donc c'est mieux. Sauf que quand j'ai besoin, par exemple, donc je vais prendre mon cas, mais c'est le cas de tout le monde, quand j'ai besoin de pain ou si j'avais besoin d'emmener des enfants à l'école, eh bien, je prendrais ma voiture exprès. Donc, vous voyez, ça diminue un petit peu l'avantage qu'il y avait.
puisque je suis quand même obligée d'aller chercher mon pain et que sais-je. Ça, c'est un des effets. L'autre effet, c'est que je chauffe ma maison maintenant tout le temps, alors qu'avant, j'avais pas besoin de la chauffer, alors que pendant ce temps, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup diminué la température de mon bâtiment à la fac. Bon, on peut imaginer qu'un jour, ils le feront, mais pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Un autre type d'effet, c'est que, eh bien, alors c'est pas mon cas, mais les gens qui aujourd'hui habitent dans un appartement pas très grand et qui télétravaillent depuis leur cuisine, ben, ils se disent, bon, moi là, avec cette histoire de Covid et puis des autres virus qui vont arriver derrière, je vais quand même pas rester dans ma cuisine ad vitam aeternam. Donc, la prochaine fois que je vais dans un appart, je vais prendre une pièce de plus. La prochaine fois que je construis une maison, je vais prendre une pièce de plus. Et là, vous voyez, tout de suite, ça augmente beaucoup, là, pour le coup. Et là, vous avez plein d'effets parce que effet de... vous allez utiliser de la surface, vous allez générer plus d'énergie parce que le béton, c'est extrêmement générateur de gaz à effet de serre. Et vous voyez, il y a plein d'effets comme ça. Il y a un autre genre d'effet. Ah oui, on télétravaille. Ah oui, ben du coup, si je peux télétravailler 3 jours par semaine, c'est trop cool. Je vais pouvoir aller habiter plus loin, dans un endroit plus sympa, à la montagne, voilà. Et du coup, quand j'ai besoin de me déplacer, je fais plus de transport. Donc, vous voyez, il y a plein d'effets comme ça et on ne peut pas juste les ignorer, en fait. Et en fait, il y a eu des tentatives d'études pour regarder effectivement si le numérique permettait des gains. Il y a eu des rapports là-dessus, tout ça. Mais les rapports, ils sont en général, même tout le temps, de tout ce que j'ai lu, c'est incomplet. Les impacts ne sont pas tous pris en compte. Par exemple, quand vous utilisez des capteurs ou j'en sais rien, des tas de choses, la fabrication des capteurs, des autres objets électroniques, tout ça, c'est pas pris en compte. On regarde que les gains pendant la phase d'usage. En tout cas, à ce jour, moi, j'ai jamais vu une étude complète qui démontre, et franchement, je pense que ça n'existe pas, je sais que ça n'existe pas, qui démontre que le numérique présente un avantage global du fait de ce qui permet ailleurs dans la société. Merci Françoise. Une dernière chose, cette semaine, donc on avait organisé la semaine du numérique responsable à GEM et je vais mettre ma caméra. Et en fait, on a donné tous les jours des messages aux étudiants pour un numérique plus responsable. Donc, par exemple, eh ben, ne changez pas vos équipements tous les ans parce qu'il y a un nouveau téléphone qui sort. Et essayez de ne pas envoyer des mails trop lourds avec des trop grosses pièces jointes. Utilisez des moteurs de recherche plus économes. Et vous aviez aussi donc un message à nous donner ce soir. Donc, Ah ouais, moi j'ai un message qui va faire double emploi. Donc mon message c'est même triple emploi. Donc mon message il vise à faire que vous retrouviez de la liberté de penser et puis de la liberté d'aller constituer des collectifs pour essayer de faire quelque chose dans ce monde pour faire changer les choses. Et donc ma proposition c'est d'apprendre à vous déconnecter. Donc vous déconnectez 1 heure par jour, pas quand vous dormez, hein, j'entends quand vous êtes réveillé, hein, c'est plus dur. De vous déconnecter, disons, une demi-journée par semaine. Voilà, ça c'est déjà plus dur, hein, pendant la balade en forêt ou que sais-je. Et puis, 1 semaine par an, 1 journée par mois. En tout cas, de prendre une espèce d'habitude d'hygiène, hein, moi je dirais que c'est de l'hygiène de vie, que de ne pas être accroché en permanence à son smartphone ou son ordinateur. Voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup Françoise. On va clore cette conférence puisqu'on a passé l'heure et que c'est un sujet qu'on pourrait on pourrait débattre pendant des heures, des jours. Enfin, ça passionne beaucoup de monde et vu le monde qui était connecté ce soir, ben, ça le prouve. Donc, on refera des choses sur ce sujet-là parce que c'est vraiment passionnant et merci parce que c'était vraiment passionnant. Donc, la conférence est enregistrée, les slides tu nous les as envoyés, donc on les mettra sur le site de GEM. Je t'enverrai la vidéo de la conf aussi. Bravo, merci à tous de vous être connectés et je pense que il va falloir continuer à creuser ce sujet et surtout à
à évangéliser tout le monde et les jeunes en particulier. Donc, j'espère que à GEM, on va un jour retrouver nos étudiants dans l'amphi et on pourra faire une conférence avec l'amphi plein. Et ailleurs aussi, parce qu'il faut vraiment le dire le plus largement possible. Donc, merci à tous de vous être connectés. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. Merci, Camille. Et puis, je vous dis à très bientôt. Oui, et merci, Camille. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merde.